Donc bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être resté toute cet après-midi pour notre grande escale. Les grandes escales viennent clôturer la saison croisée France-Portugal 2022, organisée par le réseau des médiathèques de Clermont Métropole, avec plusieurs partenaires, dont la Comédie, la librairie des Volcans, la librairie Emma's Bookshop, à l'Université Clermont-Auvergne. On a à dire merci avant de clôturer cette grande table à Valérie Roman, à Nono Giuzzi, à Marlene Debiol et à Daniel Morel d'avoir accepté notre invitation. Pour cette table, on a la même configuration pour que la table précédente. Lydia Georges s'excuse, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc moi, je suis allé en courant à Lisbonne enregistrer un entretien. On a des extraits de cet entretien quand il s'agira de l'œuvre de Lydia Georges. Elle sera représentée par Pierre Léglise Costa qui arrive dans quelques secondes. La vidéo a été enregistrée à l'Université Nova de Lisboa et c'est le professeur Roger Puga, à qui je remercie énormément, qui a pu nous héberger. Mais bien sûr, ils ont demandé de faire une vidéo à un enseignant, à un professeur universitaire. Un professeur universitaire, il sait très bien prendre un bouquin, rester debout devant une salle, il fait ça très 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 bien. Mais au moment d'activer la caméra, il oublie parfois d'activer toutes les caméras. Donc on a une prise de Lydia, mais l'important c'est ce qu'elle nous dit. C'était un long échange très 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 généreux de sa part, à qui je remercie énormément d'avoir accepté notre invitation également. Donc, pour cette dernière table, je laisse la parole à Daniel Morel. Merci beaucoup, merci Daniel. Cette dernière table a pour intitulé Mémoire et littérature. Je pense qu'on a un peu commencé à en parler précédemment, mais c'est pas grave. On va peut-être revenir sur certains aspects. Je vais peut-être représenter, pour ceux qui n'étaient pas là cet après-midi, Pierre Léglise Costa, qui est le directeur historique de la bibliothèque portugaise et autres littératures lusophones aux éditions Métaillé, et que je remercie vraiment pour sa présence, pour ses commentaires et ses lectures. Voilà. Nono Giuzzi, alors je prononce de façon horrible son nom, je suis vraiment désolée. Peut-être que je vais mettre à la langue portugaise dans les temps qui viennent. C'est une hypothèse que je n'exclus pas. Qui est poète, essayiste, traducteur, qui a reçu de nombreux prix prestigieux pour son travail, qui est assez connu en France. Ce qui est, enfin voilà, on sait l'état de la traduction en France, qui est pas toujours très brillante, quoi. Voilà, donc c'est bien. Il a été publié notamment chez Gallimard il y a pas mal de temps maintenant, mais d'autres recueils sont parus. Et il est assez commenté aussi sur Internet. Voilà, il y a pas mal on peut comprendre son travail dans pas mal d'articles de presse. Marlene Debiol, qui est romancière, elle tient à l'intitulé roman de ses livres, même si ces livres, on l'a déjà vu tout à l'heure, on y reviendra peut-être avec Charbons ardents notamment, même si ces livres reposent sur un travail d'enquête, de découverte, ce sont des romans, c'est une mise en fiction. Voilà. Donc son travail a commencé il y a pas mal de temps déjà, beaucoup orienté vers, inscrit, je dirais, dans des paysages qui sont notamment ceux de l'arrière-pays niçois. Je pense à Amanscal, qui était un roman aussi, une sorte d'hommage à la baie des Anges, hein, entre autres, mais aussi les paysages plus rudes de la Savoie industrielle, du Gine, où vivaient ses grands-parents. Et c'est aussi un travail qui s'inscrit dans une réflexion historique, puisque l'enquête mène justement à refaire sortir des faits. Alors j'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale, j'ai parlé de la guerre d'Algérie, j'ai parlé de la fameuse marche dont on va peut-être reparler tout à l'heure, de 83, où ils étaient partis peu nombreux, notamment de Marseille, et se sont retrouvés des dizaines de milliers, même des centaines de milliers, sur une place parisienne pour manifester leur désir d'un autre regard de la société sur eux, de plus de liberté, de moins de violence, etc. Mais je pense aussi à des choses oubliées qui sont de l'ordre de la catastrophe. Je pense au barrage de Malpasset, moi dont j'avais entendu parler quand j'étais enfant,
Ça avait quand même. Et cet événement avait complètement disparu, en fait, des mémoires. Et la littérature, voilà, est vraiment là aussi, grâce à des textes comme le vôtre, pour rappeler à la mémoire des faits qui ont bouleversé des vies, laissé des traces chez les descendants, les survivants, etc. Voilà. Et Valérie Romão, on prononce comme ça, c'est ça? C'est mieux là? Ah ouais, d'accord, je fais des progrès en portugais. Valérie Romão, qui est romancier, nouvelliste, traducteur également. On lui doit, à partir de Autisme, qui a eu un grand retentissement au Portugal et en France, une trilogie autour de ce qu'il appelle les paternités ratées. On en a parlé dans le thème de désillusion tout à l'heure, hein, sur ces réalités qui ne sont pas celles qu'on espérait. Et nous avons aussi évoqué donc, son talent de nouvelliste qui amène le lecteur à entrer, explorer ma foi, des univers qui, partant d'une réalité tangible, concrète, vérifiable, nous amènent vers des dérapages fantastiques, impossibles, improbables, mais parfois probables. Voilà. Et on a eu une très belle lecture tout à l'heure de ce monologue de cet homme qui règle ses comptes avec le reste du monde. On va dire comme ça. Alors, peut-être que Pierre pourrait nous lire, c'était prévu, je crois, voilà. Un extrait de Lydia Georges. Non, c'est pas au programme. La couverture du soldat. Sinon, on passe à la lecture en français. Voilà. Okay. Monsieur, mesdames les comédiennes. Daniel, dá-me livre qualquer. Daniel, passa-me livrinho que tu tinhas livro. Tinhas na mão outro livro, não tinhas? Deixa eu ler un tout petit peu. Petite pause. Là. Qualquer português. Só para o português. On commence par le français? Peu importe. Allez. C'est vous qui commencez, Pierre? Hein? Vous commencez? Oui, oui. D'accord. Je crois que c'est le début du texte, hein, il me semble. Ah, d'accord, ok. Le micro. A cidade deve estar escura. As ruas... Pierre, le micro. A cidade deve estar escura. As ruas devem estar desertas. Os carris dos elétricos devem parecer veias. O arco da Rua Augusta deve surgir ao fundo. Mas as agulhas do relógio não devem existir. E o mostrador deve estar cego. A sua face redonda deve engrandecer a nossa frente. O seu vazio deve dizer-nos que o tempo parou há muito tempo. Miguel Ângelo montou várias imagens sobre esse relógio. Será só uma questão de as selecionar, em função da música, por exemplo. Mas a música do início deve ser o silêncio. En ce temps-là, la maison des Valmarès avait déjà perdu la plupart de ses habitants, et les pièces où les descendants de Francisco Diaz avaient vécu étaient fermées, le long du couloir où jadis tous se croisaient. À l'époque, il était très difficile de les distinguer à leurs pas. Plusieurs fils, petits-fils, 3 brus et 1 gendre, allant et venant sans cesse depuis le lever du jour, émettaient une multiplicité de bruits inextricables qu'un enfant qui tendrait l'oreille dans sa chambre pendant des heures d'affilée serait incapable d'identifier. Mais en cet hiver, au début des années 60, les pas de ceux qui étaient restés étaient aussi reconnaissables que leur visage ou leur photographie. Il y avait les pas libres et légers, encore enfantins, encore mal assurés, des fils de Maria Emma, qui faisaient penser à des galopades de rongeurs par leur façon de parcourir le couloir en bande rapide. Par contraste, il y avait les pas lourds de Francisco Diaz,
sortit de bottes où brillaient 2 rangées de clous, produisant un son métallique qui le suivait partout comme s'il transportait une couronne sous ses pieds. Et il y avait les pas de Custodio, plus légers que ceux de son père, mais eux aussi, munis d'une protection métallique, piquetant le carrelage et le ciment ici et là, de sa démarche asymétrique de boiteux. À plus forte raison, les pas du fils aîné de Francisco Diaz étaient-ils eux aussi très reconnaissables. Le bruit syncopé surgissait de la chambre du Ponant où il dormait avec Maria Emma. Le bruit sortait des bottes de Custodio comme une fêlure, un décalage par rapport au sol et à la réalité, un déséquilibre. Pourtant, cette asymétrie des pas du fils aîné de Francisco Diaz avait quelque chose de régulier, de plus régulier que le pas des autres. En les entendant, on restait à l'écoute de la fêlure, du silence d'un des pieds, comme un pendule qui s'agite et annonce un battement inégal qui n'arrive jamais. Il y avait le bruit des pas de Maria Emma, la femme de Custodio. Pas de caoutchouc le matin et de cuir l'après-midi. Mais maintenant que son beau-frère était revenu, elle portait des chaussures à talons hauts. On les entendait dans toute la maison, arpenter le carrelage, effleurer les paillassons, marteler les planchers. Quand elle marchait, on devinait la robe froncée au-dessus des chaussures, les jambes blanches, la taille fine. C'étaient ses pas dans la grande maison de Valmarès. Une demeure assez éloignée de l'Atlantique pour qu'on n'entende pas les vagues déferler pendant les tempêtes, mais pas suffisamment pour que le sel des embruns n'atteigne pas sa façade. Ses pas à elle, différents de ceux des autres, mais le pas de Walter aussi était reconnaissable. Walter Diaz était revenu il y a 1 mois et il portait de bonnes chaussures en cuir de buffle. Le moelleux de la matière atténuait l'impact sur le sol, mais ne supprimait pas le chuintement d'une sorte de mousse comprimée sous ses pieds quand il passait dans le couloir vide. Nous connaissions tous ce pas silencieux et qui pourtant le trahissait, suave comme une respiration, présent comme une haleine. Cette nuit-là, il valait donc mieux que le propriétaire des semelles de crêpes s'arrête sur le palier et reste sur ses gardes. Walter Diaz entra sans frapper, s'adossa à la porte qu'il venait de refermer, lui couvrit les lèvres de la main. « S'il te plaît, ne crie pas », dit-il, la nuit où il rendit visite à sa fille qui l'attendait sans vraiment croire à sa venue. Ensuite seulement, il s'assit sur une chaise, se rechaussa et prit la lampe, releva la mèche jusqu'à ce que la lumière verdisse à la base et approcha de son visage la flamme en forme de pétale de coquelicot. Il l'approcha comme si le renflement illuminé était une loupe, et il se mit à la regarder, à l'observer, de face et de profil, pendant que la pluie brutale se démenait derrière les vitres des fenêtres. Oui, cette nuit-là, tandis que la pluie allait et venait, pendant une accalmie, le pas caractéristique de Custodio Diaz commença à se faire entendre, son pas claudiquant. Il arrivait du fond, du côté tourné vers le Ponant. Il avançait dans le couloir flanqué de portes hautes. Il traversait le transept formé par la rencontre de 4 de ces portes. Alors, Custodio Diaz s'arrêta près du palier et cria « Il y a quelqu'un là-haut » La mèche de la lampe était au plus bas. La flamme était une luciole figée derrière le verre. De plus, Walter Diaz la protégeait de ses mains, retenant sa respiration sans faire un mouvement. Les genoux pliés comme prêts à attaquer ou à se défendre, et elle, qui n'avait pas encore bougé de l'endroit où il l'avait rejointe, voulut s'opposer à ses pas et chercha dans sa tête une idée ou une action capable de faire reculer le danger. Custodio Diaz commença à monter l'escalier. Sa lampe de poche braquait sur la porte, car la lumière du faisceau se glissait par en dessous et se répandait sur le plancher. Mais le fils aîné de Francisco Diaz s'arrêta à mi-chemin et cria de nouveau « Qui est là-haut » Après quoi, il y eut un silence interminable. Puis, Custodio Diaz fit enfin demi-tour sur la marche et commença à redescendre. Ensuite seulement, Walter la mena devant le miroir, ouvrit l'armoire, l'attrapa par le poignet et enfin, comme s'il n'avait jamais été là, il disparut à son tour dans le couloir sombre. Mais maintenant, Walter Diaz peut laisser la porte ouverte, porter des semelles de cuir ou même ferrer s'il le désire. Personne ne se souciera du lien entre nous ni de nos affaires. Nous sommes protégés par l'oubli tissé par les ans et par l'harmonie descendue désormais sur l'union de Maria Emma et de Custodio Diaz.
aujourd'hui seuls habitants dans la maison. Les nuits d'été, comme si la lune ou les étoiles étaient les masques d'êtres cyniques, ricanant de loin, mari et femme contemplent la clarté du firmament dans un silence admiratif et complice. Ils peuvent se le permettre, ayant rangé dans des boîtes, êtres et objets gênants, et il ne reste plus personne à punir, plus personne à tuer. Ils savent qu'ils ont atteint le zénith neigeux de leur vie. D'ailleurs, la maison est restée ce qu'elle était. Les enfants de Maria Emma aident. Ils ne réparent pas les murs, ils se contentent de les enduire de peinture. Et le couple, à présent main dans la main, fait partie de ces murs qu'il est prévu de rénover. Selon le projet, on retaperait la façade et la cour. On les repeindrait et un bulldozer viendrait creuser une piscine bleue en forme de traces de pieds. À l'endroit même où Francisco Diaz entassait autrefois le fumier. Là, les figuiers gris seraient sans doute abattus et remplacés par des palmiers adultes, d'où se balanceraient des hamacs blancs. Il faudra effacer du pavé l'ombre des vieilles bêtes et faire de la cour un endroit plaisant. Mais à l'intérieur, on conservera les poutres, la rampe, l'escalier, La porte de la chambre au premier étage avec sa poignée. son embrasure. Et le plancher. Peut-être le même éclairage et le même bruit de pas sur les lames de bois. La même odeur de savon et de cire. Le même palier et les mêmes marches. Ainsi, Walter Diaz pourra marcher dans le noir. Ou les yeux fermés. Merci. Alors, il est prévu qu'on voit la deuxième partie de l'entretien avec Lydia Georges, mais peut-être juste un mot. La couverture du soldat. Oui, c'est la couverture du soldat. Sur la couverture du soldat. Moi, ce qui me frappe, c'est comment on entre dans cette histoire par les chaussures, d'une part. Et par le pactage. Voilà, c'est ça. Par le pactage Tout à fait. du militaire. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est encore une histoire d'hommes qui s'en vont et qui disparaissent, soit à la guerre, soit partis ailleurs, soit à l'immigration, soit autre chose. Et Lydia Georges elle-même est un bon exemple des femmes qui restent, puisque son père est à un moment donné disparu, parti ailleurs, elle l'a retrouvé plus tard. Sa grand-mère, qui faisait d'admirables paniers en tressé, était toute seule. Donc c'est par les choses matérielles aussi qui restent, qu'on garde la présence des hommes. Aussi. Et ça m'a fait penser, Marilyn, à la cuisine de votre grand-mère, notamment, qui joue un rôle très important aussi, qui est cette matrice mémorable également, cuisine hyper modeste, mais où cette vie était là, quoi, aussi. Hein. Oui, c'est le génie des pauvres, on pourrait dire. C'était une cuisine minuscule, mais gonflée de toutes sortes d'histoires, et gonflée aussi de tous les clients, puisque cette cuisine était attenante à un petit magasin mercerie-bonneterie, il y avait un miroir sans teint, et cette cuisine servait aussi de salon d'essayage. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'avais jamais pensé à ça, mais ma grand-mère ne parlait jamais d'elle et de ses histoires et de l'Italie. En revanche, elle parlait des clients. Des clients. Des clientes aussi. Elle nous racontait plein d'histoires mais c'était pas du tout comment dire, c'était pour dire leur vie, c'était pas pour les critiquer, ou elle était loin de ça. Mais en effet, c'était chargé de toutes ces histoires des gens qui rentraient, sortaient, venaient essayer des robes, des soutiens-gorge, des tas de choses, et que ma grand-mère reprisait ensuite. Donc elle faisait la cuisine, elle reprisait, elle se lavait. Nous lavions dans cette cuisine parce qu'il n'y avait pas de salle de bain. Nous peignions. Voilà. Alors, j'ai retenu si je le retrouve, un texte de Nuno Judy sur les vieilles maisons. Mais il n'y a plus de vieilles maisons, et les couloirs aboutissent à des murs fermés, des espaces sans écho, des miroirs sans vitres, où réfléchir ton image. Et il y a beaucoup d'évocations dans vos textes de scènes, voilà, d'enfance, de maisons, Oui, c'était les maisons de mes grands-parents et autres maisons dans le village qui étaient de grandes maisons. Il n'y avait pas beaucoup, mais enfin, c'était des maisons habitées
surtout par des fantômes, parce qu'enfin, dans la maison de mon grand-parent paternel, il vivait seul. C'était une grande maison, beaucoup de chambres, beaucoup de compartiments. Et jusqu'il y a très peu de temps, je dois dire qu'il y a des endroits de cette maison où je ne vais pas avec beaucoup d'assurance. Mais... Des fantômes Oui. Il y avait des mythes, des tables tournantes qu'on faisait. Et aussi parce qu'il y avait un livre, un traité de spiritisme, quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à le lire et bon, c'était beaucoup de nuits sans dormir en attendant l'apparition de ces... donc, c'est bien d'avoir peur. Je crois que ça aussi a beaucoup aidé à ma poésie, parce que la poésie, c'est une façon de mettre de côté ses peurs et finalement aussi mon goût pour le cinéma de terreur, de vampire aussi, c'était un exorcisme. Bon, aujourd'hui je n'aime pas tellement que ça, mais à un moment, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis il y a aussi une chose que je crois que peu de gens connaissent, mais un ami qui avait une maison d'édition plus ou moins, pas clandestine, mais pour des initiés, et qui ne publiait que des livres avec des pseudonymes. Et donc il m'a demandé, est-ce que tu peux inventer un pseudonyme pour ma collection? Et donc j'ai inventé un écrivain victorien de contes de terreur. J'ai publié 2 livres avec ces contes. Et un ami qui était un des plus grands critiques littéraires du fin du XXe, début de ce siècle, Eduardo Prado Coelho, il a publié une critique à ce livre. Ah, un grand auteur qu'on découvre finalement. Il s'appelait John C. Blood. Un de ces jours, je dois rééditer ses contes. Donc, c'était aussi ce côté un peu spectral que les vieilles maisons ont. Et bon, maintenant, cette maison, je crois qu'il n'y a plus de fantômes. Mais dans le village, il y avait aussi des maisons qui étaient abandonnées et une chapelle ou des chapelles aussi. Donc la nuit, entrer là-dedans, etc. Je crois que ça a aussi beaucoup aidé à cet imaginaire nocturne de beaucoup de mes poèmes. Merci. On va peut-être regarder l'entretien, puis on reviendra sur ces questions de fantômes. Parfois, après toutes ces années, je me demande quel est le sens. Pour chaque livre, il y a toujours un sens. Pour l'ensemble, c'est nécessaire de marcher vers la fin pour comprendre. Parfois, je me demande quel est le sens et je crois que j'écris dès le début pour 2 buts. Tous mes livres, depuis la journée des prodiges, sont des livres contre une soumission. Et c'est parce que j'écris sur la soumission que j'emploie un monde où il y a quelque chose de rêve et qui n'est pas de ce monde. J'ai toujours le désir, même en abandonnant clairement le magique, le monde magique du début, pour moi, j'ai toujours l'idée que je suis en train d'écrire sur un au-delà de la vie, pour renforcer un bonheur pour la vie, pour renforcer une compréhension, un bonheur pour la vie.
j'écris pour ajouter quelque chose qui puisse sauver, nous, les hommes, les femmes, les gens, la nature, le monde, d'un danger que j'imagine qui est toujours autour de nous. Et je veux dépasser ça par le langage, par la force des idées, des images. Je crois qu'en parlant, en écrivant, je demande quelque chose, que je parle à quelqu'un ou à une puissance, à un tout-puissant, une force toute-puissante dont la nature, je ne connais pas quelle est cette nature. C'est une nature qui semble une nature humaine ou non, mais c'est vrai que je demande le sens pour nos actes, pour nos vies. Et dans ces actes, c'est vrai que la soumission et le pouvoir de quelques-uns sur les autres, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et dont je veux connaître le secret. Et je crois que j'ai écrit depuis le premier livre qui est sorti en 80 jusqu'à présent, je crois que c'est la ligne que je lis sur tous mes livres. Auparavant, je connaissais ces mots par cœur. Maintenant, je ne me souviens pas plus. Mais c'est vrai que je dis que c'est comme un théâtre. Les personnages se lèvent debout pour parler. Quelqu'un parle de soi-même. Mais il y a toujours un désaccord. Alors, c'est pour faire une démonstration de ces désaccords, mais en même temps, en parlant tous, on trouvera quelque chose au-delà de la conversation, pas de sourds. Mais c'est comme sur un plateau des acteurs qui parlent pas en harmonie, mais en réclamant une harmonie. C'est vrai, parce qu'elle passe, disons, elle a l'idée, elle et ses compagnons journalistes ont l'idée qu'ils ont souffert. C'est la génération qui a souffert la désillusion. Tandis que leurs parents ont vécu une utopie et vivent encore sous l'impulsion de cette utopie, les enfants ont vu exactement le contraire. Ont vu les démocraties avec transparentes, et les démocraties montrent toujours les défauts. Et devant les défauts, ils deviennent cyniques. En général, les enfants des révolutionnaires deviennent cyniques. Ils sont des gens cyniques, n'est-ce pas? Alors, pourtant, elle est capable de parler de l'embryon de l'utopie, l'embryon de l'espoir, surtout devant son père. Tandis que son père veut mourir fermée dans cette porte, derrière la porte fermée de sa chambre, elle est capable de sauver son père. Pour moi, ça a été une des pages, je ne savais pas comment terminer ce livre. Mais c'est vrai que le jour où j'ai trouvé cette liaison entre fille et père, je crois que j'ai trouvé la porte étroite, mais lumineuse, pour laisser un peu d'espoir au lecteur. Ça peut paraître un peu quelque chose de la philosophie ancienne, l'utopie entrer de nouveau dans la caverne ancienne de Platon. Mais non, ce n'est pas ça, c'est une autre chose, c'est vraiment la réalité. On a l'idée que quelque chose est derrière les choses, à notre sens, autrement la vie humaine, la vie qui est la pensée sur les choses. Peut-être que tout le cosmos est matière, et peut-être il y a une pensée derrière cette matière. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment, nous sommes les seuls dans le cosmos
qui sont capables de dialoguer et de parler sur le sens des choses. Peut-être qu'un jour, on sera accompagné par d'autres êtres intelligents, mais jusqu'à présent, on écrit des histoires exactement par cette intelligence, parce qu'on veut comprendre l'univers, parce qu'on veut comprendre notre vie, notre destin. Alors, on est plein de fables, on écrit des fables. J'ai ma tête pleine de fables. Et avec elle, c'est ma forme de philosopher sur le monde. Je n'ai pas d'autre, c'est très primaire. Mais vraiment, je crois que beaucoup de monde, il y a toute une population autour de la Terre qui interprète la réalité à travers des fables. Et je crois que les écrivains, même qu'on ne soit pas bien compris dans ce monde, mais on doit continuer à parler, à écrire à partir de fables. C'est une chose vraiment primitive, mais peut-être sera la dernière chose de notre vie, de notre humanité. Si nous allons pour un monde où il n'y aura pas de fables, ce ne sera pas notre humanité, ce sera une autre chose. Ah, c'est d'une richesse incroyable, hein. Il dit plein de choses sur plusieurs sujets. Peut-être je voudrais revenir avec Marilyn Desbioles sur l'utopie, hein, puisque Charbons ardents, il faut qu'on en parle un peu, on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est votre dernier roman, je crois. Charbons ardents, donc drôle de titre, hein, vous expliquerez peut-être d'où il vient. C'est donc une enquête sur cet événement dont je parlais tout à l'heure, qui est ce qu'on a appelé la marche des beurs. Il détestait cette appellation. En tout cas, ces jeunes issus de l'immigration qui, notamment partant de Marseille, mais d'autres endroits, ont marché d'abord de façon pas très médiatisée au début, et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et ça s'est fini par une grande manifestation à Paris pour se rendre visible, notamment. Peut-être... effectivement, l'enquête, le livre, c'est l'enquête. Hein, Le livre, c'est l'enquête, puisque j'ai parlé avec ceux qui ont bien voulu, ceux qui ont fait partie de cette marche et qui ont bien voulu me parler, ou ceux qui sont encore vivants parce qu'il y en a qui sont morts. Évidemment, vous avez dit vous avez signalé que la guerre d'Algérie était présente dans mes livres, et c'en est issu directement, puisque beaucoup de marcheurs et de marcheuses sont des fils de harkis. Sont venus donc dans les années 60 en France, et donc pour sortir d'une sorte de boucle de violence infernale, ont eu l'idée, en cela guidé par un curé, je dis curé parce qu'il le dit de lui-même, qui s'appelle Christian Delorme, qui est un type toujours extraordinaire, et qui a beaucoup œuvré pour le rapprochement des religions, et qui était totalement imprégné de la pensée de Martin Luther King, notamment, a réussi à les faire entrer dans cette utopie, précisément, de la non-violence, de ces marches, qui pouvaient peut-être, non pas changer le monde, mais en tout cas faire que ces fils de harkis soient vus, tout simplement, soient vus autrement. Mais pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Lydia George, moi je n'ai pas écrit ce livre au fond pour comprendre cette marche, pour comprendre les motivations. Bien sûr qu'il y a des pistes, bien sûr que chacun m'a donné sa version 40 ans plus tard quand même, hein, ou pratiquement 40 ans plus tard, et le livre est tissé de leurs paroles et de moi ce que j'ai vécu en 83, c'est-à-dire que moi je n'ai pas fait partie de cette marche, je n'ai même pas été à Paris à cette manifestation, j'en ai entendu parler, donc en mêlant des choses que je faisais à l'époque ou des livres que j'écrivais alors, etc. Parce que Lydia George a dit quelque chose sur une sorte de transcendance au fond du monde, et qui faisait qu'on écrivait des livres. Mais moi j'ai trop lu Kafka
qui d'ailleurs me fait beaucoup rire, pour croire au fond à cette idée. Ce que j'aime dans la littérature, au fond, et ce n'est pas extrêmement consolant, mais c'est être accompagné par justement une écriture qui prend en compte le chaos du monde, plutôt que de le comprendre. C'est un petit peu... Et dans ce chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a ce souvenir de cette petite marche, de ce petit rien, puisque c'est quand même ça qui m'intéresse au fond, fondamentalement, ces petits riens oubliés, qui malgré tout là ont conduit à une manifestation de grande ampleur, qui ont fait que ces marcheurs ont été reçus par Mitterrand, qu'il y a eu quand même quelques petites avancées, bon, mince. Comment est-ce qu'on peut toujours aujourd'hui imaginer comment dire un mouvement de cette nature, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut nous en quoi ça peut nous donner de la joie encore, ou comment dire un espoir, pour reprendre les mots de Lydia Georges. Mais je pense aussi que les livres, fondamentalement, ils tentent d'accompagner le chaos du monde. Moi, c'est en cela qu'ils me sont importants. Et pour revenir à Kafka, au début de l'année, j'ai regardé un livre de dessin de Kafka absolument extraordinaire, qu'a sauvé de l'oubli son ami Max Brod, qui là encore sont très très drôles. J'ai noté ça dans mon agenda, ça m'a servi de phrase pour toute l'année, et peut-être pour toute la vie. Max Brod parlait de Kafka en disant qu'il avait le cœur triste, mais l'esprit gai. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense qu'on peut toujours écrire avec le cœur triste, mais l'esprit gai, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours l'idée qu'on peut, à chaque livre, inventer une forme, donc l'esprit gai, cette gaieté qui fait qu'on peut réinventer peut tenter de réinventer, même si tout a déjà été écrit. On peut essayer de faire un livre avec des paroles de marcheurs qui peut-être n'ont même pas reconnu leurs paroles dans ce livre, même si c'était les leurs. Inventer des nouvelles formes, mais sachant que nous vivons bien sûr des tragédies qui alourdissent notre cœur. Alors, le cœur triste et l'esprit gai, je trouve, et le chaos, il me semble que ça parle de vous, Valérie, un petit peu, même pas mal. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je le mettrai sur Tinder. Moi, par contre, l'utopie, c'est quelque chose qui me... J'ai très peur de l'utopie. J'ai très peur des révolutions. J'ai très peur quand on soumet une personne à une idée. Beaucoup de choses qu'on a maintenant, qui sont des droits humains, ont été accomplies par des révolutions. Et des révolutions sanglantes et violentes. Mais l'idée romantique de l'homme nouveau, de la révolution, etc., ça m'effraie plus que ça m'attire. Pardon, si je peux juste ajouter quelque chose, cette marche s'appelait tout simplement la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. C'est une utopie, disons, modeste, très modeste. Je parlais surtout du discours de Lydia, de la chose de d'abord. Oui. Moi, par contre, je crois que la foi est nécessaire et l'espoir, mais l'idée d'une utopie, et d'une utopie qui peut être vraiment romantique quand on l'analyse, m'effraie toujours. Oui, des utopies un petit peu messianiques, on dira, par exemple. Moi, elle dit une chose aussi importante, entre autres, dans cet entretien, c'est par rapport au cynisme. Elle évoque le fait que, selon elle, l'utopie aurait été remplacée par une forme de cynisme aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce... Peut-être pas
je ne crois pas qu'on est si... le cynisme, c'est quelque chose qui exige de la pensée et de l'intelligence. Je pense que c'est un désespoir calme et pas un cynisme. Quand on voit l'état du monde, on a trop d'informations, et surtout on a trop d'informations effrayantes. Alors ça donne lieu non pas à un cynisme comme par exemple Diogénèse, etc., le fondateur de l'école du cynisme, que c'était un cynisme actif et assez intelligent et audacieux, mais c'est surtout un désespoir calme de ne se pas attacher à rien pour ne pas souffrir. Oui, vaste horizon de réflexion. Alors moi, il y a aussi un aspect dans le début de l'entretien de Lydia Georges, quand elle essaie de dire quel est le fil de son travail contre les soumissions, la soumission, voilà. Et je me demandais si... Alors je voudrais poser la question à Nuno, par exemple. Est-ce que, après pas mal d'années de publication, d'écriture, vous êtes capable de dire que le fil de mon écriture, c'est ça? Bon, Vous avez 10 minutes. Oui, c'est compliqué. Bon, le fil de mon écriture, c'est le vers. C'est le poème que j'ai commencé à écrire il y a longtemps et que je continue d'écrire. Donc c'est cette longue phrase dont parle Barthes. Mais qu'est-ce qui conduit ce fil? Où va-t-il mener? C'est pas à moi de voir. Dans 30 ans, 40 ans, peut-être quelqu'un trouvera une solution. Non, ce qui est important pour moi, c'est dans ce fil, c'est ce que je peux appeler le fil de la mémoire. Et une mémoire qui n'est pas seulement personnelle, mais elle peut être aussi collective. Et un des livres de Lydia que j'aime le plus, c'est son premier livre qui s'appelle Le jour des prodiges, qui se passe dans un village de Algarve. Et c'est intéressant parce que c'est le jour de la Révolution et les paysans, il y a une fête avec des feux d'artifice et tout ça, mais la Révolution qu'ils sont en train de célébrer, c'est quelque chose aussi de païen. Qui vient du fond d'eux-mêmes, des traditions. Et je crois que quand on parle de révolution, même s'il y a des idéologies, de tout ça, ce qu'on cherche, c'est de trouver ce moment où tout est détruit pour voir le nouveau. C'est une idée dangereuse, mais l'idée cette idée qu'aujourd'hui il y a beaucoup du patrimoine de conserver, tout ça, je pense que ça n'est pas naturel à l'homme. Au contraire, c'est d'effacer le passé et voir quelque chose de différent. Et j'avais un ami qui est décédé, un architecte très moderniste et très connu, qui s'appelait Graça Dias. Et un jour on parlait, il avait un projet magnifique selon lui pour notre Avenida da Liberdade. C'était de construire chaque côté de cette avenue au début, quand elle commence à descendre, de gratte-ciel type américain, New York, et de les lier par une passerelle. Bien sûr, aucune mairie a autorisé ça, mais il disait, quand il parlait de ces projets qui n'ont pas été autorisés, il disait, finalement, le rêve d'un architecte est un tremblement de terre, mais pas un petit, un grand comme en 1755, parce que ça nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Et c'est cette idée très intéressante que je crois qui accompagne l'humanité. C'est le plan, pardon.
juste après ça, c'était le plan du Corbusier pour Paris, et qui voulait détruire toute la rive droite et reconstruire à zéro. Et comment faire pour détruire la rive droite? Le plan existe. Hein. Il avait dessiné le plan de la possibilité de destruction pour reconstruire à nouveau. Je reviens peut-être à Marilyn sur cette question de la ligne conductrice d'un travail romanesque. Alors, il y en a d'autres dans votre travail. Il y a notamment la gourmandise et la nourriture. Puis moi, j'ai commencé à vous lire dans La Sèche, par exemple, qui est un roman extraordinaire sur une femme qui prépare un plat de sèche, et c'est en même temps une attente amoureuse et une réflexion sur plein de sujets. Donc, mais il me semble que, enfin voilà, moi j'ai désigné la mémoire quand même qui est vraiment ce fil conducteur, mais peut-être que c'est pas votre regard à vous. Parce qu'il y a aussi un en avant chez vous, je trouve. Moi j'espère qu'il y a plusieurs fils. Ouais. Et puis, moi je suis. Il faut être un peu rusé quand on écrit, il faut se laisser des portes de sortie, sinon, j'aurais peur de dire quel est le fil parce que. C'est un peu, comment dire, congelant. Oui, puis d'autant plus qu'on a entendu un peu cet après-midi que pas mal d'idées de livres viennent de rencontres et de hasard. Oui. Moi, je pense que les livres, c'est comme ils se tiennent un peu tous la main. C'est des ricochets, quoi. Par exemple, la marche, les charbons ardents, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Mais quelquefois, je ne le vois pas tout de suite. C'est lié à la guerre d'Algérie. En effet, de charbon ardent, le prochain, comme ce livre m'a beaucoup conduit à Lyon, puisqu'en fait, tous ces garçons et filles venaient, pas tous, mais principalement des Minguettes, à côté de Lyon. J'ai été amenée à venir beaucoup à Lyon, et donc à Lyon, j'ai découvert une autre aventure avec des femmes qui ont fait la première grève des femmes qui s'appelle des ovalistes. Bon, donc je pense que... Tiens, lesbianisme et... Pardon. Pas pareil, hein. Non, mais ça va parler de femmes au prochain livre. Ça, c'est vrai. Bon, on voit un thème de connivence. Mais non, pour dire que c'est pas que c'est des rencontres à l'intérieur du livre. Et il y a des choses qui sont laissées un petit peu en plan dans un livre et qui tout d'un coup enflent dans le livre d'après, comme un gros plan, tout d'un coup. Je pense que c'est beaucoup ça, quand même. Même si on ne le sait pas tout de suite. Ça dessine, moi je trouve que plus qu'un fil, c'est comme si les livres essayaient de faire tableau. Et il y a des pièces manquantes, toujours. J'espère qu'il y en manquera encore longtemps. c'est plutôt l'idée du tableau. C'est vrai que ce modèle du tableau m'obsède un peu. D'abord parce que j'ai beaucoup écrit sur la peinture, mais pas seulement parce que, en même temps que comme j'habite sur la Côte d'Azur, où il y a beaucoup de musées. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai fait du stop pour aller à une fameuse fondation, la fondation MAG, où j'ai appris l'art moderne, finalement. Et en même temps que je lisais, que je rentrais en littérature, je voyais des tableaux qui m'ont donné cette liberté, me semble-t-il, qui m'ont donné de la liberté, voilà. Je le vois comme ça, en tout cas. Donc j'essaie non pas de peindre, mais de construire un tableau. On verra bien comment il est à la fin. Est-ce que, Valerio, il vous est arrivé dans l'écriture de vos précédents livres de vous dire, tiens, là, il y a quelque chose que je laisse en plan, et puis qui pourrait donner matière à un autre texte? Est-ce que, comme dit Marilyn, cette histoire de potentiel dans le livre, de ricochet, quoi? Je pense que j'ai plutôt des idées géniales qui sont dans un document de Word ou sur des sticky notes, quelque chose comme ça, et que 10 jours ou un mois après, je les vois et je dis non. Mais quand les idées viennent, elles sont toujours merveilleuses. J'ai des fois l'impression
que je n'ai pas terminé un livre. Alors avec Autisme, ça a été difficile de lâcher et de dire bon, c'est fini. Je sais que le livre est fini, mais pas raccrocher un second volet ou écrire quelque chose de... Il y a des fois que j'ai une scène ou autre, comme dans une pièce de théâtre, et que je dis ça pourrait aller vraiment bien pour expliquer ça. Mais je ne le fais pas, je ne l'écris même pas, c'est seulement quelque chose que je dis, ça manquait ça. Je me suis posé une autre question en réfléchissant à cette thématique, la mémoire et littérature, sur ces grands événements qu'ont été la guerre coloniale pour vous, la révolution des œillets, en France pour nous, la Seconde Guerre mondiale, qui nous touche encore, parce qu'il y a des survivants, il y a des mémoires, il y a des conséquences, il y a des troisième générations qui viennent aussi réécrire l'histoire, redemander. Est-ce qu'il n'y a pas l'impression, on est aussi dans un temps qui s'accélère énormément, ça me paraît une évidence, on est englué dans le présent, dans l'actualité. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même, on est happé par la guerre, par le bouleversement climatique et tout. Est-ce que le temps de la mémoire, est-ce qu'il y aurait un risque que la littérature ne s'intéresse plus à la mémoire ? Moi, je vois beaucoup dans l'actualité littéraire en France, notamment, l'actualité, le fait divers, le judiciaire, MeToo, etc., produire beaucoup de littérature. Et est-ce qu'il n'y a pas une tendance, peut-être, à être dans l'actuel et beaucoup moins dans la mémoire ? C'est vraiment une hypothèse. Non, ça, l'actuel ne m'a jamais trop intéressé. C'est surtout des choses qui apparaissent de temps en temps et qui peuvent produire un roman. Une fois, j'étais dans une table ronde comme celle-là et au moment des questions, on m'a demandé « Qu'est-ce que vous écrivez ?» Bon, je ne vais pas dire des poèmes parce que ce serait un peu banal. Donc j'ai dit, bon, j'écris, je commence un roman sur ma catéchiste. Et après, j'ai été obligé de l'écrire parce que je l'avais dit. C'est la question performative. Mais à part ça, je n'ai écrit qu'une nouvelle sur l'actualité. C'était au moment de l'entrée de la Troïka au Portugal, de la grande crise. Il y a eu une grande manif où j'ai rencontré beaucoup de gens de ma génération. Et donc j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'implosion, sur ce qui se passait, contre ces choses que le gouvernement était en train d'imposer, rendre le peuple coupable des choses que ces politiciens avaient fait. Et donc ça, je crois, a été un succès pour l'éditeur. Mais récemment, j'ai été surpris parce que une personne que je ne connaissais pas du tout a fait une bande dessinée à partir de cette nouvelle. C'est drôle. Marilyn ? Non, mais je ne maîtrise pas assez. Enfin, moi, je lis pas mal de livres qui sortent, parce que je suis une personne curieuse. Bon, mais dans les livres que j'ai bien aimés, ou bien qui marchent bien en librairie, il y a par exemple Fantaisie guerrière, qui est un livre assez dingue, et j'oublie le nom de l'auteur, mais qui reprend l'histoire de Jeanne d'Arc d'une manière complètement hallucinée, et en inventant un langage. Donc je ne sais pas si au fond c'est si abandonné. Non, mais c'est pas. Non, c'était une question. C'est une question, hein. Oui, bien sûr que les livres en vue sont des livres d'actualité, mais ça, est-ce que ça n'a pas toujours été oui, peut-être. Le cas? Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas répondre à ces questions, mais moi, il me semble qu'il y a pas mal de livres où il est quand même... Enfin, on peut pas écrire en ayant perdu la mémoire, c'est pas possible. On ne peut pas écrire en n'ayant pas lu, par exemple. Et donc, il y a tous les livres qui sont... Enfin, moi, il me semble, c'est impossible.
où j'avais été voir une fois une classe de seconde qui avait la prétention d'écrire un livre et ils m'ont dit « Ah non, on ne lit rien parce qu'on ne veut pas être influencé. » C'est génial, parce que chaque livre porte tous les livres qu'on a lus. Et puis et moi, j'ai pas une vision, comment dire, transcendante du langage, mais c'est simplement que j'ai toujours le sentiment que les mots vont plus loin que moi, pour la bonne raison qu'ils font partie de l'humanité, enfin, que nous les portons tous, ces mots, et qu'ils charrient l'histoire, qu'ils charrient plein et d'autres livres, évidemment, mais aussi des histoires. Moi, je pourrais pas écrire, je crois, si j'étais dans un monde où je n'entendais pas les gens parler, par exemple. Et tous ces mots qui charrient d'autres... Enfin, et le langage, oui, est plus grand que nous, et il charrie toute cette mémoire du monde. Enfin, elle le dit très bien dans l'entretien oui. à la fin, quand elle parle des fables. Que exactement. On serait plus l'humanité si on arrêtait d'écrire des fables. Hein. Valério, quelle fable allez-vous écrire sur le lesbianisme ? Ça paraît bien parti pour être une fable. Oui. Avant de répondre à cette question, bon, sur la question des fables, il y a un texte de Walter Benjamin sur Leskov. Comment il s'appelle ? Exactement. Et c'est un texte absolument fabuleux de 17 pages. Sur cette chose très humaine qui est connaître le monde à travers des histoires. Et il fait une distinction entre les gens qui sont partis pour l'aventure et il ramène des histoires du dehors, et les gens qui sont restés et ils ont le métier ou la fonction de rappeler les histoires et de les raconter, les histoires de leur peuple. Et c'est quand même... On peut dire, ouais, on a l'internet, on a la télé, on a la lumière, etc. Mais quand on commence à nous décrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on raconte une histoire. Et ça, c'est absolument immortel, intemporel et je dirais éternel. Il n'y a pas une autre forme. Nous sommes soumis au langage. C'est un véhicule public et privé qui donne du sens et qui nous permet de nous faire connaître aux autres. Excusez-moi, je cherchais sur Internet, c'était rigolo. Après, je cherchais Micro, Pierre, Pierre, le micro. Ni nous, ni moi. Pierre, prenez le micro. Alors, excusez-moi d'avoir regardé mon portable, mais en fait, ni nous, Judith, ni moi, nous nous souvenions du livre en prose que j'ai publié aux éditions Métellier. Enfin, on se souvenait du livre, mais pas du titre français. On se souvenait du titre portugais, évidemment, mais pas du titre français. C'est Traces d'ombre. Et c'est, oui. Je crois que c'est le seul livre de prose. Non, il y a L'Ange de la tempête chez oui, et qui est encore dans le marché courant, qu'il a publié, parce qu'il a aussi publié un livre à La Différence, mais La Différence n'existe plus, hélas. Et voilà. Traces d'ombre, c'est une sorte de fable, il me semble me souvenir, non ? Oui. Le personnage du maître. Oui. Peut-être 2 mots sur ce texte qui sort effectivement de vos fils habituels. Quelle était la question ? Je sais pas. Si Nuno pouvait nous dire 2 mots sur ce texte qui est quand même un peu singulier. Je ne me souviens jamais de mes romans. Donc finalement c'est l'histoire de mon village et d'un personnage qui peut être un de mes grands-parents, un séducteur des femmes du village. Et puis il y a donc ces souvenirs personnels qui sont là. Je crois qu'il disparaît. Oui. Ouais, voilà. Encore une histoire de fantôme. Voilà, encore un homme qui disparaît. Bon, je pense qu'on va mettre un terme à cet entretien. Je vous remercie tous les 4 et continuez à écrire des fables. Merci beaucoup. Merci. Merci.